Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie du cours. C'est un article qui n'est pas encore publié et qui n'est pas encore sur Archive, mais qui le sera très bientôt avec Katia Consani. Et c'est le titre de l'article, donc c'est, si vous voulez, l'algèbre homologique en caractéristique 1. Aujourd'hui, ce que je vais faire la transition entre les trois cours précédents et cet article, et je vais, si vous voulez, donner la stratégie générale, parce que bon, évidemment, il faut se poser la question pourquoi on veut faire l'algèbre homologique en caractéristique 1, et je pense qu'à la fin du cours d'aujourd'hui, on saura pourquoi. Donc c'est quelque chose de très très précis, et donc il faut revenir un petit peu en arrière. Donc ça c'est le contenu de l'article. Il faut revenir un petit peu en arrière. Je vous avais montré, lorsqu'on avait parlé des spectres, j'avais passé rapidement deux transparents qui sont dans les transparents que je vous ai donnés déjà, dans la première partie du cours. Et c'était intitulé « Forme non identifiée ». Alors là, je vous montre le spectre en question. Et je vous le montre comme je montrais les autres spectres aussi. C'est-à-dire, je vous le montre en regardant les valeurs propres. En regardant les valeurs propres, comment elles croissent. Ce n'est pas tout à fait une parabole, c'est un petit peu moins qu'une parabole. Et ça, c'est vraiment une forme non identifiée. C'est une forme non identifiée qu'on connaît par son spectre. Et jusqu'à nos jours, personne n'est capable de dire quelle est cette forme, bien qu'on ait essayé. On a essayé par tous les moyens possibles. Et ce qui détermine ce spectre, c'est Riemann, si vous voulez, et ce merveilleux résultat qu'il a dans un article très court, dans lequel il démontre en fait, la meilleure manière de présenter son article, c'est de lire ce qu'en dit Selberg. Donc, ce qu'en dit Selberg, il dit c'est clairement une note préliminaire, et elle n'aurait probablement pas été écrite si Kronecker ne lui avait pas demandé d'écrire quelque chose sur son travail. Donc ça se voit dans une lettre à Weierstrass en 1859. Il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas démontrées, et il est clair aussi qu'il avait beaucoup plus que ce qu'il a écrit dans la note. Ce qui semble clair aussi, et ça c'est très très intéressant, c'est que Riemann n'était pas intéressé à avoir une formule asymptotique, il s'en fichait complètement. Ce qu'il voulait, c'est une formule exacte. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que donc il a une formule qui donne exactement la fonction par inversion de Moebius. La formule qui est ici, par inversion de Moebius, elle donne exactement la fonction pi de x qui vaut le nombre de nombres premiers qui sont strictement plus petits que x. Et si x, par hasard, est un nombre premier, on lui rajoute un demi. Voilà. Donc la formule de Riemann, elle était inspirée bien sûr de ce que Gauss avait trouvé pour le développement asymptotique, qui est le logarithme intégral. Et ensuite, elle a des termes correctifs. Alors évidemment, si tous les zéros sont là où on pense qu'ils doivent être, le terme correctif a une certaine croissance qu'on peut très très facilement donner. Donc effectivement, ça a des implications extrêmement fortes et c'est en fait équivalent, si vous voulez, à ce qui se passe pour le développement asymptotique. Mais comme le dit Selberg, très très précisément, ce n'est pas ce qui intéressait Riemann. Ce qu'il voulait, c'est une formule exacte. Il y avait un petit misprint dans l'article de Riemann, et il avait, au lieu d'écrire moins log 2, il avait écrit moins log de la fonction xi de 0, et donc il y avait un tout petit truc qui clochait. Donc ça, c'est sa formule. Et évidemment, quand on voit ça, on se dit ça doit être le spectre de... Alors, bien sûr, on peut... D'autant plus que par l'équation fonctionnelle, c'est symétrique, donc ça ressemble à un opérateur de Dirac. On peut commencer à fantasmer là-dessus. Et en fait, donc, bien sûr, ça a été fait. Il y a les formules qu'on appelle les formules explicites, que Riemann connaissait sûrement, puisqu'en fait, il les avait appliquées à une fonction particulière, mais je veux dire, c'est absolument clair qu'il les connaissait. Donc, ces formules explicites, c'est des formules qui, en fait, montrent que la formule qu'emploie Riemann pour le nombre de nombres premiers plus petits que x
en fait, c'est un cas particulier d'une formule plus générale où on prend une fonction test arbitraire, cette fois, on l'appelle grand F, on lui suppose certaines propriétés. Bon, c'est très important dans ce que fait Riemann, toujours que quand la fonction est discontinue en un point, la valeur au point, c'est la moitié des valeurs limites des deux côtés, quand elle a une continuité de première espèce. Ça joue un rôle important. Donc, en fait, il écrit cette formule. On écrit cette formule, mais qui est simplement une généralisation facile de celle de Riemann. Et dans cette formule, ce qu'on a, donc, c'est la valeur de la transformée de Méline de cette fonction en 1,5 et moins 1,5, moins la valeur sur les zéros, le signe moins est très important. Et ça, c'est donné par une somme sur les nombres premiers, et puis un terme correctif. Donc, la somme sur les nombres premiers, c'est ce qui donne toute la valeur à la formule. Et ça, c'est un terme correctif qui est donné par une intégrale. Mais bon, la chose qui est importante là, et qui n'est pas du tout, facile à manier, c'est le fait qu'il y a la constante de l'air ici. Donc ça, gamma, la constante gamma qui est ici, c'est la constante de l'air. Donc ça, c'est les formules explicites. C'est les formules explicites. Et de ces formules, et en fait, Weil avait vu il y a très longtemps, si vous voulez, qu'on peut reformuler l'hypothèse de Riemann comme une positivité. Plus exactement, ici, c'est une négativité. Pourquoi c'est une négativité? À cause de ce signe moins ici. C'est-à-dire que ce qui apparaît naturellement, c'est le terme de droite et qui est naïvement positif. Mais en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est une positivité au sens hilbertien. Et comme on a un signe moins, ça va donner une négativité d'une certaine forme bilinéaire. Alors normalement, ce serait une forme sesquilinéaire, c'est-à-dire ce serait une forme, si vous voulez, définie sur les nombres complexes, mais grâce à des résultats de Bombieri, de Lie et de Burnold, en fait, on peut se limiter aux fonctions à valeur réelle. Ça jouera un rôle très très important. C'est très important de savoir qu'on n'a pas à considérer des fonctions à valeur complexe, mais on peut se limiter à des fonctions à valeur réelle. Donc là, en fait, ce qu'on cherche à démontrer, c'est la négativité de cette forme bilinéaire. Mais bon, il faut voir comment elle est définie. Elle est définie de manière absolument... Je veux dire, si elle était définie de manière simple, je pense que ça aurait été fait depuis longtemps. Elle est définie de manière extrêmement délicate. La fonction lambda de n qui apparaît ici, c'est la fonction de von Mangold, c'est-à-dire c'est la fonction qui, quand on a une puissance de nombre premier, elle vaut le log de ce nombre premier, sinon elle vaut 0. Donc c'est cette somme-là, et ici on a quelque chose qui joue le rôle, si vous voulez, de ce terme-là. C'est une distribution, elle est bien définie, et tout ça c'est des intégrales, ou c'est des choses simples. La constante C, c'est la même que tout à l'heure, elle est assez bizarre, c'est-à-dire elle invoque la constante de l'air. Voilà. Donc c'est clair depuis le départ que c'est un problème de négativité, de positivité, tout ce que vous voulez, d'accord? Et bien sûr, Zellberg a essayé de trouver un espace qui est ce spectre. Donc ça cadre parfaitement avec la première partie du cours, si vous voulez, dans laquelle on avait compris les espaces à travers leur spectre. Donc ce que Zellberg a voulu faire, quand il a fait ce qu'on appelle la formule des traces de Zellberg, c'est il a cherché un espace qui vérifiait ses propriétés. Alors en fait, si on regarde une surface, si on prend une surface compacte là d'abord, donc on prend une surface riemannienne compacte de courbure moins 1, il y a une formule qui commence à ressembler aux formules explicites et dans laquelle ce qu'on fait, c'est on regarde les valeurs propres du Laplacien. Quand on prend le Laplacien ordinaire, il y a un signe moins, il est négatif, donc il y a un quart. Et puis on regarde une fonction et on prend sa transformée de Fourier. La fonction G, c'est la transformée de Fourier. Et on écrit une identité qui commence à ressembler un petit peu aux formules explicites. Donc dans cette identité, dans le terme de gauche, il y a la somme de l'évaluation de la fonction h sur les zéros, mais bon, on les a écrits comme ça. Et dans le terme de droite, il y a deux types de termes. Il y a d'abord un terme qui correspond tout à fait au terme qui est ici. Et puis ensuite, il y a une somme. Au lieu d'être une somme sur les nombres premiers, c'est une somme sur les orbites du flot géodésique, sur les orbites périodiques. Et les termes qui interviennent, je l'ai écrit E de t parce que c'est comme une exponentielle. Quand on prend leur log, ça donne les longueurs des orbites périodiques, primitives, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc voilà ce qu'on a comme formule.
Et déjà en 1950-51, Selberg n'a publié sa formule qu'en 57 ou 58, mais déjà en fait en 50-51, il avait compris, il avait vu la ressemblance avec les formules explicites. Donc si on peut réécrire les formules explicites d'une manière qui soit le plus proche possible de la formule de Selberg. Et donc ce qu'on fait, c'est on écrit bien sûr les zéros sous la forme 1 demi plus I gamma, ça correspond au 1 quart plus R carré de tout à l'heure. On regarde les zéros non triviaux de zeta et on écrit la formule explicite sous la forme suivante. La fonction oméga de R, ce n'est pas comme dans le cas de Selberg une fonction trigonométrique, c'est un peu comme une racine carrée, c'est-à-dire c'est des fonctions gamma qui apparaissent. Il y a un log pi, comme tout à l'heure. On voit que la constante de l'air, on a réussi à l'éliminer parce qu'on a pris les gamma primes sur gamma. Et on a aussi la fonction de von Mangold, comme tout à l'heure. Donc voilà, on réécrit ça comme ça. Bon. Et on se demande bien sûr est-ce que ça ressemble. Alors en fait, est-ce que ça ressemble? En fait, pour essayer de ressembler encore plus, Selberg a pris des surfaces qui ne sont pas compactes mais qui sont de covolume fini. Et quand on prend une surface qui a des pointes, qui est de covolume fini, ce qui se produit, c'est qu'il y a des termes additionnels. Et les termes additionnels, ils ont la forme suivante. Ils proviennent des pointes. Et là, ils ont vraiment une forme qui commence à ressembler étrangement avec les formules explicites, parce qu'il y a la même fonction de von Mangold, lambda de n. Il y a un dénominateur n, et puis il y a un g de 2 fois log n. Donc vous voyez que, bon, évidemment, lambda de n et lambda de n carré, c'est la même chose. Donc, j'aurais pu mettre lambda de n carré là-bas, et on a envie de dire, c'est presque la même chose, quoi, à l'élévation au carré près. Il y a un énorme problème qui se pose, c'est qu'il y a un signe moins. Et ça, ce signe moins, je veux dire, il est absolument rédhibitoire. C'est-à-dire, en fait, on verra, je veux dire, comment on l'interprète après. Mais donc, il y a un signe moins qui est, en fait, qui est le même signe moins que celui qui apparaît là-dedans, si vous voulez. C'est le même. C'est le même signe moins que celui qui apparaît là-dedans. Mais donc, quand on fait la comparaison, on s'aperçoit qu'il y a un signe moins. Donc, en fait, il faudrait une espèce de moins la racine carrée d'une pointe, si vous voulez. Si vous cherchez un peu quelque chose d'heuristique, en gros, c'est ça, cet espace-là. Bon. Alors, en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'on pense que les choses doivent procéder. Et en fait, ce problème-là, si on connaît un peu et on regarde les mathématiques qui ont été développées dans le XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a une énorme proportion de ces mathématiques qui ont été motivées par ce problème, sans le dire. Et si on veut comprendre au niveau logique comment ça s'est produit, il faut avoir déjà l'idée d'une généralisation du problème. C'est le truc habituel, on ne sait pas résoudre un problème, c'est trop difficile. La technique que tout le monde doit savoir et que tout le monde doit appliquer, c'est si le problème est trop difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le généraliser. Alors on dirait, on va généraliser un problème, ça ne va pas nous avancer beaucoup. Sauf que si on le généralise et si on est capable de spécialiser la généralisation à des cas simples, à ce moment-là, on commence à comprendre et on avance. C'est exactement ce qu'on fait ici, c'est-à-dire on généralise le problème, il a été généralisé à ce qu'on appelle un corps global. Alors un corps global, il y a une très belle compréhension de ce que c'est qu'un corps global. Il y a une définition ad hoc. La définition ad hoc, c'est de dire un corps global, c'est soit un corps de nombre algébrique, une extension finie de Q, soit un corps de fonction sur une courbe. Mais si on fait ça, on ne voit pas ce qui est commun aux deux. Et ce qui est commun aux deux doit évidemment être quelque chose d'important, puisque ça doit être quelque chose qu'on doit savoir utiliser dans la suite. Or, ce qui est commun aux deux, c'est d'avoir un ancêtre localement compact. Donc, ce qui est commun aux deux, c'est que dans les deux cas, il y a un objet analytique. Le corps global lui-même est discret, il est dénombrable, il n'a aucune structure topologique, mais il est relié intimement à un objet topologique. Et cet objet topologique, c'est un anneau localement compact, qu'on appelle l'anneau de Zadel, on va voir ça tout de suite. Et il y a une caractérisation qui est due à Iwasawa en 1953 et qui permet de donner une définition conceptuelle de ce que c'est qu'un corps global. Donc un corps global, c'est un corps qui est contenu en tant que sous-corps discret co-compact dans un anneau localement compact.
Bon, qui doit vérifier évidemment certaines conditions pour éviter la trivialité. Il ne doit pas être discret, il ne doit pas être compact non plus, enfin, etc. Donc il y a des petites conditions de rien du tout. Et il faut qu'il soit semi-simple quand même. Ça c'est important, ça doit être un anneau semi-simple. Donc bon, on peut lire, on pourrait s'enliser là-dedans. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir qu'un corps global est relié intimement, il a un parent, si vous voulez, qui est localement compacte. Et ce parent est bien défini, il est défini de manière canonique, c'est-à-dire qu'étant donné un corps global, l'anneau des adèles qui lui est associé lui est associé canoniquement. C'est le produit restreint des complétions pour les places de K. Donc les places de K d'un corps global, c'est ce qui le plonge dans un corps local, c'est-à-dire un corps localement compact. On regarde tous les plongements possibles à équivalence près et on fait le produit restreint. Produit restreint, ça veut dire qu'on ne se permet pas de faire le produit arbitraire. On suppose qu'on est dans l'anneau maximal compact pour presque toutes les places. Donc, alors ça, c'est donc bien défini, c'est localement compact. Et graduellement, je crois que ça a été inventé par Chevalet, si je ne me trompe pas. Mais je veux dire, ça a été utilisé comme un outil formidable parce que ça simplifiait énormément de démonstrations. Ça encode le fait qu'on a affaire à un corps global. Et en fait, André Weil a écrit un livre qui s'appelle Basic Number Theory, dans lequel il base tout le livre sur cette idée-là. C'est assez lourd à traîner, mais bon, c'est parfaitement possible. Et lorsqu'on regarde le quotient du groupe de ce qu'on appelle les idèles, alors idèle, il faut savoir quelle est l'origine du mot, je pense qu'il a précédé le mot adèle, c'est-à-dire que d'abord, il y a eu l'invention des nombres idéaux, puis des classes d'idéaux. Après, il y a eu les idèles, et je pense que c'est Chevalet, je crois, quand il était au Japon, qui a inventé les adèles. Donc voilà l'histoire, d'accord. Mais toujours est-il que André Weil a pu reformuler, et ça c'est un énorme pas au niveau conceptuel, les formules explicites de Riemann. Il les a reformulées dans le cadre des corps globaux. Et ça a permis, si vous voulez, de comprendre conceptuellement la position du problème. Donc la formulation d'André Weil, des formules explicites, elle a plusieurs traits caractéristiques. L'un des traits caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas une seule fonction L. En général, il y a toute une famille de fonctions L qui sont indexées par ce qu'on appelle les Grossen caractères, c'est-à-dire les caractères du groupe des classes d'idèles, qu'on appelle le groupe CK. Et à chacun de ces caractères est associée une fonction L différente. Et on peut dire que ça efface un petit peu la différence qu'il y a entre les corps globaux, qui sont les corps de fonctions, et les corps de nombres. Pourquoi ? Parce qu'a priori, il y a une différence qui paraît complètement impossible à maîtriser. La différence étant que lorsqu'on regarde la fonction zeta d'un corps de fonction, elle a qu'un nombre fini de 0 par périodicité. Mais lorsqu'on regarde la fonction zeta de Riemann, elle a une infinité de 0. Or, quand on regarde la formulation de Weil, le fait qu'on considère une infinité de fonctions L, ça remet un petit peu les choses en place. Alors la formule, elle ressemble bien sûr à la formule de Riemann, et simplement elle est plus conceptuelle au sens suivant. Elle est plus conceptuelle au sens où les termes qu'on obtient sont maintenant écrits de manière absolument uniforme, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des termes qui étaient spécifiques des nombres premiers et un terme qui était spécifique de la place archimédienne, ils sont tous écrits sur le même plan, c'est-à-dire qu'on intègre une fonction test avec un dénominateur qui est la norme de 1 moins u. Et ça, c'est la mesure multiplicative sur le groupe multiplicatif du corps local. Donc il y a cette formule, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, ce que je veux faire, donc, c'est au niveau stratégie, si vous voulez. Donc on ne va surtout pas rentrer dans les détails, on va essayer d'avoir une vision tout à fait uniforme de ce qui se passe. Donc voilà la formulation de Weil. Et ça, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on a un problème qui est trop difficile, on le généralise et ensuite on essaye, si on a de la chance, on va trouver une spécialisation de ce problème dans laquelle on pourra faire quelque chose. Bon, alors c'est ce qui a été fait. Ça a été fait au début du XXe siècle par Artin en particulier, puis l'école allemande, puis Weil. Donc l'école allemande, c'est Haas, c'est De Ring, etc. Et donc ce qui a été fait, c'est d'abord de reformuler, bien sûr, le problème
dans le cas des corps de fonction. Mais dans le cas des corps de fonction, ce qui se produit, c'est que l'analogue de la fonction de zeta, de Riemann, cette fois, devient une fonction génératrice. Et ça devient une fonction telle que si on prend son logarithme, on est simplement en train de compter le nombre de points de la courbe sur une extension finie de FQ. Et donc on compte ce nombre de points, et la fonction de zeta correspondante, c'est simplement la fonction génératrice. Alors, de ce fait-là, ça signifie qu'on a une connexion directe avec un problème géométrique. Et le problème géométrique, c'est de savoir compter le nombre de points de la courbe qui sont définis sur une extension finie du corps de base. Dans ce cas-là, le corps de base est fini, c'est FQ. Quand on écrit FQ, d'ailleurs, c'est une entourloupe. Hein. Je veux dire, il faut le savoir, ça. Parce qu'il y a 36 manières d'écrire FQ à isomorphisme près, et il y a peu de manières canoniques de le faire. Donc, on regarde cette fonction qui compte le nombre de points, on écrit une fonction génératrice, et toute la question est de savoir, bien sûr, de savoir démontrer, si vous voulez, la localisation des zéros pour cette fonction. Alors, il se fait que dans ce cas-là, la géométrie joue un rôle absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que on peut interpréter le terme de droite dans les formules explicites comme un nombre d'intersections. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance qu'on appelle la correspondance de Frobenius et qui permet de savoir quand est-ce que les coordonnées d'un point sont dans une extension finie de FQ. Ça revient à savoir si ces coordonnées sont fixes par une certaine puissance du Frobenius, mais ça, on l'interprète géométriquement en intersectant la correspondance de Frobenius à une certaine puissance avec la diagonale. Et lorsqu'on fait cela, ça permet de réinterpréter le terme de droite des formules explicites comme étant un nombre d'intersections. Un nombre d'intersections où il faut faire très attention lorsqu'on parle d'un nombre d'intersections. On a toujours intérêt à travailler sur un corps algébriquement clos. Donc on est obligé de travailler sur FQ bar. Donc on est obligé d'étendre les scalaires de FQ à FQ bar. Donc en étendant les scalaires de FQ à FQ bar, on regarde le carré de la courbe en question et on interprète le terme de droite des formules explicites comme un nombre d'intersections. Ensuite, on voit, ça c'est pareil que le point de Weil, que l'hypothèse qu'on veut démontrer est équivalente à une inégalité. C'est exactement la même négativité que celle de tout à l'heure, mais comme on a interprété le terme de droite comme un nombre d'intersections dans les formules explicites, on peut utiliser cela pour reformuler géométriquement le problème. Et à nouveau, on le généralise un petit peu. On le généralise en demandant que la forme d'intersection sur les diviseurs soit négative ou nulle, mais plus précisément, parce qu'il faut prendre l'intersection avec un diviseur horizontal et un diviseur vertical. Donc, plus précisément, c'est une inégalité qui est cette inégalité-là. Alors là, il y a un point fondamental qui apparaît et qui est très important pour la suite, qui est qu'a priori, lorsqu'on regarde l'inégalité qu'on veut démontrer, on a l'impression que c'est vraiment mal barré. Et la raison, c'est la suivante. La raison, c'est qu'a priori, un nombre d'intersections, c'est positif. Et a priori, quand vous regardez les formules explicites, ce terme-là, il a une positivité naïve qui fait que si la fonction h est positive, et puis pas proche de 1, parce que sinon on a une singularité, ce terme-là va être positif. Donc on a l'impression qu'il y a une contradiction entre une positivité naïve et la négativité qu'on veut démontrer, c'est-à-dire cette propriété. Voilà. Alors là, il y a une idée formidable, je ne sais pas à qui elle est due exactement. C'est un petit lemme, c'est un lemme complètement élémentaire qu'on peut poser en classe de seconde, je pense, d'accord, sur les formes bilinéaires. Et ce lemme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si on prend une forme symétrique bilinéaire sur un espace vectoriel, sur R ou sur Q, peu importe, d'accord, et si on suppose qu'on a deux vecteurs dans cet espace vectoriel, donc elle est symétrique, hein, je ne dis pas qu'elle est positive ou quoi que ce soit, c'est une forme symétrique bilinéaire sur un espace vectoriel, soit sur Q ou R, et je prends deux vecteurs et je suppose que ces vecteurs sont isotropes, c'est-à-dire que leur carré scalaire vaut 0, et que leur produit scalaire entre les deux vaut 1. Donc je fais cette hypothèse-là, d'accord ? Et maintenant, je suppose que chaque fois que je prends un élément de mon espace vectoriel, et je suppose que la valeur de la forme bilinéaire est strictement positive,
eh bien, je sais, par un certain travail, je sais qu'elle ne peut pas s'annuler sur xi1 et elle ne peut pas s'annuler sur xi2. C'est-à-dire que c'est impossible d'avoir les deux produits scalaires avec xi1 et avec xi2 qui sont nuls. D'accord ? Supposons que l'on sache ça. On va voir comment on démontre ça. Eh bien alors, on a cette inégalité. Alors la démonstration, je vais vous la proposer, mais je vous conseille de la faire si vous êtes dans le métro ou un truc comme ça. Donc la démonstration, c'est quoi? C'est que si vous avez cette hypothèse, c'est très facile, si vous avez un x donné, de le transformer en un y qui est tel que son produit scalaire avec xi1 est nul et son produit scalaire avec xi2 est nul. Ce n'est pas très sorcier. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez y égale x moins x xi2 fois xi1 moins x xi1 fois xi2. D'accord? Bon, alors cet y-là, ça prend une ligne de démontrer qu'il est orthogonal à xi1 et orthogonal à xi2. D'accord? Donc comme il est orthogonal à xi1 et qu'il est orthogonal à xi2, comme on sait qu'on a l'hypothèse B, ça signifie que S de YY est négatif ou nul. Donc on en déduit que S de YY est négatif ou nul. S de YY, il va avoir 9 termes, puisque je fais le produit de deux sommes qui ont 3 termes chacune. Alors ce qu'il faut vérifier, je ne vais pas m'amuser à le faire au tableau parce que je me tromperai, ce qu'il faut vérifier, c'est que dans ces 9 termes, il y a évidemment S de XX, évidemment. Il reste 8 termes. Il y en a 2 qui sont nuls. Il va en rester 6. Bon, et puis il faut démontrer que ça donne bien le bon résultat. Et ces 6 autres termes, ils sont égaux au signe près tous. C'est-à-dire qu'ils valent tous x xi1 fois x xi2. D'accord ? Bon. Donc il y en a 4 qui vont s'annuler 2 à 2, puis il va en rester 2 avec le signe plus. D'accord ? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on démontre ça. Donc c'est très simple. Mais malgré la simplicité absolue de ce lemme, c'est grâce à ce lemme qu'on peut avancer. Pourquoi ? On veut démontrer que les hypothèses du lemme sont vraies, donc ça permettra de démontrer cette inégalité. Donc on connaît la forme en question. On sait qu'on veut l'appliquer à la forme bilinéaire, qui est le nombre d'intersections de deux diviseurs, D1, D2. Donc on veut l'appliquer à ça. Alors comment on va faire ça ? Alors c'est là qu'on utilise un outil extrêmement puissant, qui est le théorème de Riemann-Roch. Donc on travaille sur le carré x, qui est le carré de la courbe prise sur la clôture algébrique, et on a une formule de Riemann-Roch. Que dit cette formule de Riemann-Roch ? Elle dit que si on regarde la dimension des groupes de cohomologie de x à coefficient dans le diviseur en question, il y a un théorème de l'indice. Bon, ça relie au théorème d'Atiyah-Singer, etc. C'est un théorème de l'indice. Et dans ce théorème de l'indice, on est sur une surface, donc en fait on est en dimension 4 réelle si on regarde, et là il y a un caractère de Chern, il y a une classe de Chern C2, mais donc si on le regarde du point de vue du théorème de l'indice sur les complexes, mais dans le cadre algébrique c'est une formule qui continue à marcher. Bien sûr, ça a été extrêmement important que les géomètres algébristes transposent tous les résultats complexes le plus qu'ils pouvaient au cas des corps algébriquement clos, et en particulier des clôtures algébriques de FQ. Donc on a cette formule, et cette formule, elle implique, comme corollaire du fait qu'il y a un signe moins et que les dimensions sont positives, elle implique comme corollaire que la dimension de H0 plus la dimension de H0, mais pour K-D, qui est la dualité de Serre, elle est supérieure ou égale à ce terme-là, et ce terme-là, miraculeusement, il implique l'auto-intersection de D, c'est-à-dire il implique l'intersection du diviseur D avec lui-même. Alors ça c'est terminé, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on se place donc sur FQ bar, on regarde cette forme d'intersection, et on démontre que cette forme d'intersection, elle vérifie exactement les hypothèses du lemme. C'est-à-dire qu'elle vérifie que si on regarde les correspondances horizontales et verticales, elles sont chacune isotropes. Ensuite, leur produit, leur nombre d'intersections vaut 1. Ensuite, et maintenant, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on sait que si on prend un diviseur
et que le H0, son H0 est suffisamment grand, et bien à ce moment-là, le diviseur est équivalent à un diviseur positif. Donc, un diviseur strictement positif. Alors, il faut bien garder ça en tête, il faut bien garder tous ces éléments en tête. Donc, une fois que le diviseur est strictement positif, on ne peut pas avoir la nullité du produit d'intersection avec xi1 et xi2. Et donc, on a bien démontré que l'hypothèse B du lemme a lieu. Donc ça démontre l'hypothèse du lemme. Et donc, ça démontre qu'on a ce qu'on veut dans le cas des corps de fonction. Alors, en fait, ce qui est très important aussi pour nous, c'est de réaliser que la cohomologie qui a été utilisée ici, ce n'est pas la cohomologie étale, ce n'est pas quelque chose de très très compliqué, c'est simplement la cohomologie pour le faisceau avec la topologie de Zariski. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si on était à la recherche du site étal et tout ça, je veux dire, là, c'est bien évident qu'on serait encore plus dans l'obscurité. Donc, c'est très rassurant. C'est très rassurant. La manière dont on se débrouille, c'est très bien expliqué dans l'article de Grothendieck. Donc, historiquement, bien sûr, la preuve de Weil n'était pas comme ça. Hein. Donc, après, il y a eu Matuk et Tate qui ont simplifié la preuve de Weil. Et après, Grothendieck, il y a un article de Grothendieck dans lequel il explique cette démonstration. Bon, alors, comme je le disais, on n'a pas la cohomologie étale. Et donc, bien sûr, on n'a pas l'interprétation des fonctions zeta en termes de déterminants. Voilà. Donc ça, c'est le cas classique. Alors, donc, ce dont j'avais parlé abondamment dans mon cours l'an dernier, mais je veux le rappeler parce que c'est absolument essentiel qu'on sache pourquoi on fait tout ça. Donc, c'est la stratégie Riemann-Roch pour zeta elle-même. Donc, donc, bien sûr, c'est un travail en collaboration avec Katia Consani. Et il y a plusieurs étapes qui sont absolument essentielles, la dernière étant celle qui est le cours, c'est-à-dire l'algèbre homologique en caractéristique 1. Mais il s'agit absolument de rappeler, si vous voulez, cette vision. Alors, donc la première étape, on se souvient que dans le cas des corps de fonction, c'était essentiel d'avoir une formule de Hasse-Weil. C'est-à-dire que dans le cas des corps de fonction, ce qu'on avait compris, c'était que la fonction de zeta, c'était en fait une fonction génératrice et elle pouvait s'écrire par la formule de Hasse-Weil. Donc, la première chose, c'est qu'on aura une formule de Hasse-Weil, mais indication extrêmement précieuse dans cette formule de Hasse-Weil, on va voir qu'il faut faire tendre la variable q vers 1. C'est-à-dire qu'alors que q prend des valeurs qui sont des puissances d'un nombre premier lorsqu'on regarde les corps finis, pour zeta, en fait, il faut faire tendre q vers 1. Alors ça, bien sûr, c'est une vieille idée, c'est une vieille idée que Jacques Titz avait implémentée, etc. Mais ici, on la verra sous une forme analytique. Donc ça continuera quand même à être l'analyse ici. Et puis, bon, à propos de ça, on verra tout de suite, donc on va le faire tout de suite, on verra l'apparition d'un espace qui va être un candidat pour faire de la géométrie. Et une étape absolument essentielle, ce sera de trouver la géométrie correspondante à cet espace. Bon. Donc, comme je vous donnerai les transparences, ce n'est pas la peine de s'apesantir sur toute cette liste d'articles. Ça a été très long à développer. Et donc, la première chose dont je vais parler, c'est cette formule de Hasse-Weil pour Q tend vers 1. Alors, l'histoire est intéressante parce que, au départ, c'était Christophe Soulet qui s'était intéressé enfin, il y avait Manin d'abord, puis il y avait Christophe Soulet qui s'était intéressé à définir une fonction de zeta dans le cas de ce qu'il appelait des variétés définies sur F1. Et pour ça, il avait eu l'idée, c'est une idée très intéressante, l'idée qui consistait à dire que pour définir ces fonctions de zeta, ce qu'il fallait faire, c'était prendre la même formule que la formule de Hasse-Weil, prendre cette formule-là, mais il fallait faire dans cette formule tendre Q vers 1. Et il y avait un problème, c'est que quand il faisait tendre cette formule pour Q tendant vers 1, pour la plupart des variétés, par exemple si vous prenez la grassmannienne sur un corps fini, si vous regardez ces variétés-là, il y a une formule pour le nombre de points, mais cette formule pour le nombre de points, elle dépend de Q de manière rationnelle. Donc vous pouvez prendre cette fonction de Q, c'est une fonction qui va exister pour toute valeur de Q. Mais ce qui se produit, c'est que quand vous spécialisez cette formule pour Q tendant vers 1, il y a une divergence. Et cette divergence, c'était connu aussi que quand on prend ces formules,
c'était connu que quand on les évalue pour Q égale 1, ça donne la caractéristique de l'air. Donc ça, c'est pour des variétés rationnelles. Pour des variétés rationnelles du genre la grassmannienne, etc., on a une formule qui dépend que de Q, de manière suffisamment simple, mais lorsqu'on spécialise en Q égale 1, on obtient la caractéristique de l'air. Et alors là, donc Soulet avait proposé de multiplier par Q-1 puissance qui. En fait, la définition de Soulet, il s'était trompé, il avait pris l'inverse de ça. Mais bon. Donc c'est ça qui donnait la bonne définition. Et seulement c'était catastrophique dans le cas de zeta. C'est catastrophique dans le cas de zeta, parce que dans le cas de zeta, on s'attend à ce que la caractéristique de l'air vaille moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un H0, un H2 et un H1, mais bien sûr le H1 doit être de dimension infinie. Donc on s'attend à ce que la caractéristique de l'air qui vaille moins l'infini. Si la caractéristique de l'air qui vaut moins l'infini, on est très embêté, même si on connaît la renormalisation, ça ne suffit pas, avec cette formule-là. Parce que Q-1 à la puissance moins l'infini, ce n'est pas très sympathique. Alors, il y a une manière de procéder qui est très simple, extrêmement simple, qui consiste à éliminer ce terme. Comment est-ce qu'on élimine ce terme? Eh bien, on élimine ce terme en disant que finalement, comme on prend la limite quand Q tend vers 1, etc., de ce terme-là, on va essayer de l'éliminer en prenant le log d'abord, et puis ensuite en prenant la dérivée par rapport à S. Quand on prend le log, ce terme sort, il n'a pas de puissance de S, et quand on dérive, le log de Q-1 s'élimine. Et donc, si on fait ça, et alors là, il y a un miracle qui se produit, c'est que quand on prend le log de cette expression et qu'on regarde ce que ça donne, quand on fait tendre Q vers 1, ça donne exactement les summandes pour l'intégrale de Riemann. Donc ce terme-là, si on le regarde, si on fait ce qu'il faut, on va obtenir les summandes pour l'intégrale de Riemann. Et donc en fait, l'équation qui va remplacer cette formule qui était avec une limite, on ne savait pas si la limite existait, etc., elle va être remplacée par une équation où on a une intégrale, alors qui a priori est une intégrale de Riemann, mais bien sûr qu'on va s'empresser de généraliser aux distributions. Donc on a une équation distributionnelle qui va définir de manière implicite la fonction de comptage n de u qui doit jouer le rôle crucial dans le cas de cette courbe qu'on n'a pas encore attrapée. D'accord ? Donc c'est cette équation-là qui donne le lien. Et alors le théorème, donc on a démontré avec Katia, c'est le théorème suivant, c'est que d'abord, il existe une distribution qui est sur 1 à l'infini et qui soit telle que quand on prend la fonction de Hasse-Weil pour Q tendant vers 1, eh bien on obtient exactement la fonction de Riemann complète. C'est-à-dire on obtient la fonction qui vérifie l'équation fonctionnelle en changeant S en 1 - S. Bon, la deuxième chose qui est également importante, c'est que la distribution qu'on obtient, en fait, elle vérifie le même type d'équation qui est vérifiée dans le cas des corps de fonction. Dans le cas des corps de fonction, la fonction de comptage qu'on obtient, elle s'obtient en prenant l'action sur le H2, l'action sur le H0 et en soustrayant l'action sur le H1. Ici, c'est exactement pareil. On a exactement le même type de formule. Si j'avais que le H2 et le H0, j'aurais l'espace projectif, j'aurais U plus 1, ce serait une fonction très simple qui me donnerait l'espace projectif, P1 de P1. Mais dans le cas général, c'est plus compliqué, donc on a ce terme-là. Mais ce terme-là, si je me permettais, ce qui n'est pas permis bien sûr, de dériver sous la somme, on ne peut pas faire ça parce qu'on a des divergences, mais si je me permettais de dériver chaque terme dans la somme, j'aurais la somme de l'ordre des zéros fois U puissance ρ. Et ça, ce serait l'exact analogue de ce qui se passe dans le cas des corps de fonction. Donc on a cette formule-là. Ensuite, très très important, c'est un miracle un peu, c'est le fait que cette fonction de comptage soit positive pour U plus grand que 1. Donc c'est une distribution, et cette distribution a le bon goût d'être une distribution positive lorsque U est plus grand que 1. Donc ça, c'est vraiment un peu miraculeux. Pourquoi c'est miraculeux ? Parce que sa valeur en 1 vaut moins l'infini. Donc, je veux dire, a priori, c'était pareil, c'était très mal barré, parce qu'il fallait que la caractéristique de l'air, c'est-à-dire la valeur en 1, vaille moins l'infini, mais il fallait, en tant que distribution, qu'elle soit positive pour U plus grand que 1. Alors, d'où ça vient, ça ? D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que c'est plausible ?
Pourquoi est-ce que c'est plausible? Bien sûr, il faut travailler pour le démontrer. Mais pourquoi est-ce plausible? C'est plausible à cause du graphe suivant. Vous voyez, la distribution n de u, en fait, ça va être la dérivée au sens des distributions d'une fonction. Bon. Et cette fonction, en fait, elle est approximable. On peut approximer cette fonction en utilisant la formule de sommation sur les zéros. On a l'avantage que, par exemple, avec un bon programme comme Mathematica, on a les zéros de zeta jusqu'à je ne sais pas combien. Donc on peut demander à l'ordinateur de tracer le graphe de l'approximation de la primitive. Donc la primitive, elle est donnée par ce type de formule. Et quand on trace, bon, on sait la déterminer exactement, mais on peut l'approximer et on voit que ça approxime très très bien. Et ce qui se produit, par contre, c'est que la vraie primitive, elle change de signe tout près de 1 et elle tend vers moins l'infini. Donc, on a une fonction qui est croissante, donc sa dérivée est positive. Elle tend vers moins l'infini quand u tend vers 1, et sa valeur en u égale 1 est finie. Elle est calculable, on peut calculer sa valeur, elle a une valeur finie. Donc, ça veut dire que lorsqu'on prend sa dérivée, comme elle tend vers moins l'infini quand u tend vers 1, lorsqu'on prend sa dérivée en u égale 1, c'est la primitive, on obtient moins l'infini. Et par contre, elle est positive pour u plus grand que 1. Donc, elle vérifie les bonnes propriétés. Et en fait, si on fait le calcul de manière très précise, on s'aperçoit que non seulement la valeur n de 1 est égale à moins l'infini, mais en fait, elle diverge exactement comme les zéros, c'est-à-dire elle diverge en e log e, comme les zéros de zeta. Donc, elle a exactement les bonnes propriétés. Bon. Alors, en fait, bien sûr, ça ne suffit pas, donc ça nous rassure. Tout ce que ça fait, ça nous rassure, ça nous dit qu'il n'est pas impossible, a priori, qu'on puisse trouver un espace sur lequel ce genre de comptage soit possible. Alors, en fait, donc l'espace le meilleur pour le moment, c'est l'espace des classes d'Adel. La raison étant que bon, j'avais trouvé, et puis ensuite ça a été fait de manière rigoureuse par Ralph Meyer. Mais donc, j'avais trouvé, si vous voulez, que les formules explicites de Riemann-Weil deviennent une formule de trace dans un espace. Alors, cet espace est très délicat parce que c'est un espace non commutatif. Et comme on le verra, le grand miracle qui s'est produit, bon, je crois il y a 3 ou 4 ans, dans le travail avec Katia, c'est qu'on a compris que cet espace non commutatif, c'était l'espace des points d'un topos. Donc il avait en fait une structure en géométrie algébrique. Mais au départ, cet espace non commutatif, c'était simplement le quotient des adèles par l'action du groupe multiplicatif de Q. Alors, il faut savoir historiquement que je ne suis pas le premier à l'avoir considéré, cet espace, et qu'en fait, Bombieri et Paul Cohen avaient eu l'idée de cet espace dans les années 70, et j'ai su, lorsque j'ai été à la conférence sur Zellberg, qu'en fait, Paul Cohen avait passé 30 ans à essayer de trouver des fonctions non triviales sur cet espace. Mais évidemment, il ne pouvait pas, parce qu'un corollaire de ce qu'on a fait avec Jean-Benoît Bost, c'est de démontrer que l'action de Q croix sur les adèles est ergodique, et que donc c'est illusoire de chercher une fonction qui soit invariante par Q croix, puisqu'elle sera presque partout constante pour la mesure de R pour les adèles. Donc cette approche directe de trouver une fonction invariante ne marche pas. On doit faire les choses de manière beaucoup plus subtile. Et en fait, ce qui est par contre complètement clair, c'est l'origine des termes de Weil, l'origine géométrique des termes de Weil. L'origine de ces termes, elle est simple à comprendre parce que, en gros, ce qui se produit, c'est que les orbites intéressantes, les orbites périodiques qui vont contribuer à la formule de trace, c'est des orbites dans lesquelles, essentiellement, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir le corps local KV et dans ce corps local KV, on va avoir l'action de ce qui reste du groupe des classes d'Idel, c'est-à-dire du groupe multiplicatif, et on va chercher, en gros, à connaître la trace distributionnelle, c'est-à-dire l'intégrale sur les valeurs diagonales, de la multiplication, de l'opérateur de multiplication par un élément de KV étoile. Alors quand on fait ça, en fait, donc la multiplication par un élément de KV étoile que j'appelle lambda, elle est donnée par un noyau de Schwartz, et ce noyau de Schwartz, c'est la fonction delta de lambda x moins y.
Donc quand on calcule la trace au sens des distributions, on doit calculer la somme des valeurs diagonales. Et ça, c'est l'intégrale de la fonction delta de lambda x moins x fois dx. Dx, c'est la mesure de R additive sur le corps local. Et par changement de variable, par lambda moins 1, on obtient, et par le fait que le module est défini précisément comment la mesure de R varie, on obtient 1 sur lambda moins 1 fois l'intégrale de la fonction delta, c'est-à-dire 1 sur lambda moins 1. Ça correspond exactement aux termes qui sont ici dans la formule de Weyl. Ce sont exactement des termes de transversalité par rapport à l'identité. C'est-à-dire qu'il faut que lambda soit différent de 1 pour qu'on ait une vraie intersection. Ça devient l'infini lorsque lambda vaut 1, et c'est des termes de transversalité. Alors, ce qui m'avait convaincu que j'étais d'une certaine manière sur la bonne voie, c'est que lorsque j'avais fait des calculs beaucoup plus compliqués, dans lesquels on avait une valeur finie qui était bien définie dans l'espace de Hilbert, etc., j'avais trouvé exactement les valeurs finies de Weyl, qui impliquent, par exemple, pour la place archimédienne, la constante de l'air et le log de 2π, etc. Donc ça, c'était convaincant. En tous les cas, donc on a une action, si vous voulez, du groupe des classes d'Idel sur cet espace. Et maintenant, alors comme je l'ai dit, ça a été... Moi, j'avais écrit un article qui était quand même relativement heuristique, parce que j'avais encore espoir qu'on aurait pu attaquer le problème de manière analytique. Mais c'était un espoir vain. En tous les cas, il y avait un point qui était vraiment important et qui m'avait toujours fasciné. Et ce point, c'était comment le spectre apparaît. Parce qu'il fallait quand même vaincre la difficulté qui était le signe moins. Puisque dans la formule de trace, il y avait un côté où il y avait ces contributions géométriques de Weyl, mais il y avait un autre côté qui était spectral. Il ne pouvait pas apparaître avec le signe plus. Comment est-ce que le signe moins apparaissait? Et comment le signe moins apparaissait? Il apparaît à travers une image, qui est que les spectres en physique, en fait, la plupart des spectres, les premiers spectres qui ont été vraiment observés, ce ne sont pas des spectres d'émission. Ce ne sont pas des spectres dans lesquels vous prenez un corps et vous le chauffez et il va émettre un certain nombre de raies spectrales distinctes. Non, ce n'est pas comme ça que ça apparaît. Les spectres qu'on a vus d'abord, que Newton avait vus, en fait, il avait vu les raies du sodium, Newton, puis ensuite Fraunhofer, bien sûr, ce sont des spectres d'absorption. C'est-à-dire que je crois que le moment crucial, ça a été le moment où Fraunhofer, qui n'était pas un scientifique vraiment au sens pur, c'était un manuel. Je crois que quand il avait 12 ans, il avait échappé à l'effondrement du laboratoire dans lequel il travaillait. Et il avait été pris à cause de ça. Il y avait un noble qui avait proposé de lui payer une bourse pour ses études d'optique. Donc il avait fait des études d'optique et un jour il a eu une idée absolument géniale qui était qu'il avait pris la lumière du prisme, enfin non, il y avait un prisme, il y avait la lumière du soleil qui traversait le prisme et il y avait un peu un arc-en-ciel, enfin il y avait la lumière qui se décomposait de l'autre côté. Il a eu l'idée absolument géniale de regarder cette lumière avec un microscope. C'est une idée loufoque, hein, je veux dire. Bon. Et quand il a fait ça, il a vu qu'il y avait des raies noires. Alors, la première option, bien sûr, c'était de nettoyer ses appareils, etc. Bon, mais ça, il l'a refait 10 fois, 100 fois, etc. Il y avait toujours exactement les mêmes raies noires qui apparaissaient. Et c'est comme ça il y a 500 raies spectrales qui ont été répertoriées et qui s'appellent les raies de Fraunhofer, pardon. Fraunhofer, c'est une physicienne que je connais. Donc, les raies de Fraunhofer. Et ce qui est aussi très amusant anecdotiquement, c'est pour se détendre un peu que je raconte cette histoire, c'est aussi amusant de voir que c'est avec les raies spectrales que l'hélium a été découvert. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des raies spectrales qui ne correspondaient à aucun corps sur la Terre qui avait des raies d'émission, jusqu'à ce qu'il y ait une éruption du Vésuve. Et qu'en regardant les raies d'émission de cette éruption du Vésuve, ils s'aperçoivent que dans la lave du Vésuve, il y avait le même corps. Ce corps avait été appelé hélium, en l'honneur du Soleil, puisqu'on l'avait observé sur les raies d'absorption du Soleil. Donc c'est comme ça que le signe moins apparaît. Et le signe moins apparaît parce que la manière dont l'interprétation spectrale est obtenue, c'est par un spectre d'absorption, c'est-à-dire en soustrayant ce qui vient des adèles à la lumière blanche, et la lumière blanche, c'est celle qui provient du groupe des classes d'Idel agissant sur sa représentation régulière. Donc, alors ça va nous donner une interprétation de la distribution N de U
Pourquoi? Parce que pour interpréter la distribution n de U, il suffit de projeter les formules de Weyl sur les fonctions qui sont invariantes par le groupe maximal compact du groupe des classes d'idéal. C'est-à-dire que si on regarde seulement les fonctions qui sont invariantes par ce sous-groupe, Z chapeau, star, on a des fonctions qui ne dépendent que du module d'une idéale, et on peut bien sûr calculer ce que donnent les formules de Weyl et ce que donne la formule de trace, et on obtient donc deux cas. On obtient, dans le cas des places finies, si on regarde ce terme-là, ça va donner exactement les termes qu'on avait vus à dénormalisation triviale près, exactement les termes qu'on avait obtenus dans les formules explicites. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que pour ces termes-là, il n'y a pas d'embrouille avec le dénominateur. Pourquoi? Parce que dans un corps non archimédien, comme le corps péadique, si on prend un W dont la norme est plus petite que 1, la norme de 1 moins W vaut 1. On n'a pas de difficulté. Donc ça simplifie énormément la formule. Par contre, si on regarde la place archimédienne, ce n'est plus du tout le cas. Et ça, c'est un point absolument crucial. Donc la place archimédienne, elle est très différente des places finies, au sens où le terme de transversalité qui est ici, il ne va pas du tout disparaître. Il va donner ce terme en U2 sur U2-1. Ce terme en U2 sur U2-1, c'est le même que celui qu'on avait dans les formules explicites. Voilà, c'est le terme que celui-là, c'est le même que celui-là. Vous voyez, quand on soustrait le H de 1, on prend une partie finie, donc c'est exactement le même terme. Donc le terme en U2 sur U2-1, il est là, il est là, il est là, et il est très, très, très différent des autres. En quel sens est-il si différent des autres? Il est si différent des autres parce que, par exemple, dans le cas des autres termes, on avait le fait que le nombre de points sur une extension de Q puissance R, il va être au moins plus grand que l'autre. Mais là, ce n'est même pas le cas, parce que la fonction U2 sur U2-1, elle tend vers 1 quand U tend vers l'infini. Donc, ce n'est même pas croissant. Et donc, ça montre une différence fondamentale dans le cas de la place archimédienne, qui est qu'on ne peut pas se passer des termes de transversalité. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il est, alors que pour les corps de fonctions, il est possible de se localiser sur la réunion des orbites périodiques. Et la réunion des orbites périodiques, c'est les points de la courbe sur la clôture algébrique. Par contre, dans le cas où on regarde un corps de nombres, c'est impossible de faire ça. Et c'est impossible de faire ça parce qu'il y a les places archimédiennes, et les places archimédiennes, elles n'obéissent absolument pas au même procédé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décomposer l'espace en réunion des orbites périodiques et ne travailler que sur cette réunion des orbites périodiques. On est obligé de prendre en compte quelque chose qui est ambiant et qui, étant ambiant, va générer une géométrie transverse. Cette géométrie transverse est absolument cruciale. Et c'est cette géométrie transverse qui, bien sûr, se représente aussi dans la formule des traces de Selberg, mais c'est cette géométrie transverse qui va rendre les choses extrêmement difficiles et qui va faire qu'on ne va pas travailler avec des objets trop simples, mais qu'on va être obligé justement d'avoir cet espace non commutatif, etc. Donc ça, c'est un point crucial, c'est une différence fondamentale entre le cas des corps de fonction et le cas où on a des places archimédiennes. Donc on a fait ça avec Katia dans 2 articles, on a expliqué en détail tous ces points, et on a vérifié que les... Bon. Mais alors maintenant, donc, comme je le disais, il y a 3-4 ans, je ne me souviens plus, il y a eu... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon cours sur l'homologie cyclique. Et en faisant mon cours sur l'homologie cyclique, j'avais compris que la petite catégorie lambda, j'avais l'habitude de prendre son espace classifiant B lambda, mais j'avais compris à l'occasion du cours que, c'était aussi dans un travail avec Katia sur les facteurs locaux, donc que en fait, le classifiant ordinaire B lambda, dont on sait que c'est P infini de C pour la petite catégorie cyclique, donc on sait qu'on a B lambda égale P infini de C, que cette information a été bien sûr utile puisque ça contient l'opérateur de périodicité, etc., mais ne peut pas être... On perd trop. On perd trop en passant de la petite catégorie à son espace classifiant, la raison étant que quand on prend la catégorie simpliciale delta, comme elle a un objet final,
son espace classifiant est réduit à un point. Donc l'opération B, qui consiste à remplacer la catégorie par son classifiant, qui est bien sûr un objet géométrique, et perd énormément d'informations. Alors c'est à cette occasion-là, et puis aussi du fait que Simon m'a introduit à l'idée des topos, mais c'est à cette occasion-là que j'ai compris dans le cours qu'en fait, il ne fallait pas prendre l'espace classifiant, il y avait une notion bien plus intéressante, bien plus forte, qui est la notion de topos. Et qu'à une petite catégorie correspond un topos, et que quand on prend le topos correspondant, on a un objet géométrique, mais cet objet géométrique ne perd rien, et permet, quand on regarde sa cohomologie, de bien avoir la cohomologie de Hochschild ou la cohomologie cyclique, etc. Donc, après ce cours, c'était après ce cours qu'on a découvert avec Katia le site arithmétique. Et on l'a découvert parce qu'on cherchait, on avait eu besoin dans l'expression des facteurs de Serre, on avait eu besoin des opérations d'Adams. Et on s'était aperçu que pour les opérations d'Adams, il fallait étendre la catégorie cyclique en la catégorie épicyclique, et que après avoir cherché l'ensemble des points du topos cyclique, on avait cherché les points du topos épicyclique. Et en cherchant les points du topos épicyclique, on avait cherché les points d'un topos qui paraît complètement élémentaire, qui est le topos n-croix. Et c'est à cette occasion qu'on a découvert le site arithmétique. Donc la chose fondamentale, ça a été de découvrir que les points d'un topos, dans énormément de cas, donc les points, quand je dis les points d'un topos, c'est à isomorphisme près, hein. Donc les points d'un topos, en fait, c'est une manière extraordinaire d'engendrer des espaces non commutatifs. Alors vous pouvez me demander la définition d'un espace non commutatif. Je peux vous en donner une, c'est une définition très pratique. Un espace non commutatif, c'est un espace dont la cardinalité effective n'est pas la même que la cardinalité si on prend l'axiome du choix. D'accord ? Bon, il faut le savoir, hein, je veux dire, il faut avoir ça quelque part dans sa tête. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, si je prends pourquoi est-ce que l'espace des classes d'Adel est un espace non commutatif, eh bien, parce qu'il n'existe, personne n'est capable de construire une injection de cet espace dans les réels. Pourquoi personne n'est capable de construire une injection de cet espace dans les réels? Parce qu'exactement pour la même raison que Paul Cohen ne pouvait pas construire de fonction sur l'espace quotient. Parce que si on construit une fonction, c'est un théorème de logique de Solovay, cette fonction sera mesurable, universellement mesurable en gros. Donc comme cette fonction sera mesurable, et comme l'action est ergodique, elle devrait être constante presque partout, donc elle ne peut pas être une injection. Donc ça veut dire que si on ne s'octroie pas la possibilité de l'axiome du choix non dénombrable, qui engendre en général des objets chimériques, cet espace a une cardinalité qui est strictement plus grande que le continu. Sa cardinalité effective n'est pas la même, ça n'est pas le continu. Donc ça, c'est la définition la plus pratique, si vous voulez, de ce que c'est qu'un espace non commutatif. Et il y en a des espaces comme ça, il y en a des tonnes, et les topos sont une source inépuisable de tels espaces. Donc, je veux dire, non seulement on a été réconcilié avec les topos, mais on a vu leur magnificence. Donc, on a trouvé le site arithmétique. Après, bien sûr, on a voulu prendre le carré du site, les correspondances de Frobenius, le site des fréquences, et puis le Riemann-Roch de type 2. Mais alors, donc, comme on ne va pas tarder à faire la pause, je vais faire un intermède sur les topos. Donc, je vais faire un intermède au niveau plutôt philosophique qu'autre chose. En quoi l'idée du topos, du point de vue que je vais présenter, est une idée qui est miraculeuse. Bon. En quoi est-ce que c'est une idée miraculeuse? Bon. En fait, il y a une propriété de cette idée qui est qu'on va essayer d'analyser un espace. Donc on a un espace, mais on ne va pas analyser cet espace en le regardant. On va analyser cet espace en lui permettant d'être derrière la scène comme un objet diabolique qui va organiser la variabilité. D'accord? Donc on ne va pas le regarder. On va faire des maths comme d'habitude.
On va faire des maths comme d'habitude. Les personnages seront les mêmes. Ce seront des groupes abéliens, ce seront des algèbres de Lie, ce que vous voulez, vous avez le choix. Mais il y a un petit diable derrière la scène qui fait qu'au lieu qu'on s'intéresse à un groupe abélien, etc., il y a une variabilité. En quoi est-ce que cette variabilité est présente? Vous pouvez en avoir une image très simple. Si vous prenez un espace topologique, cette variabilité, c'est la variabilité d'un faisceau sur cet espace topologique. Et un faisceau d'ensemble. Le fait qu'on s'intéresse à des faisceaux d'ensemble permet de faire toutes les opérations qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on peut remplacer les ensembles par un groupe abélien, ça veut dire qu'on a un ensemble avec une opération d'addition, etc. etc. Donc on peut faire ce qu'on fait d'habitude sur la scène. Mais derrière la scène, il y a un diablotin qui fait tout varier. Bon. Et il y a un principe de base. Le principe de base dit que toutes les propriétés usuelles, toutes les propriétés qu'on sait démontrer, et qu'on sait démontrer de manière constructive, continuent à être vraies. Donc la plupart des propriétés de la théorie des ensembles continuent à être vraies. C'est ça qui est modélisé par ce qu'on appelle le topos. Donc le topos, c'est une catégorie qui ressemble étrangement à la catégorie des ensembles, qui a énormément de propriétés communes avec la théorie des ensembles. Et ce qui est particulier, ce qu'on appelle les topos de Grothendieck, c'est qu'il y a un autre ingrédient qui est aussi crucial, c'est les constantes. C'est-à-dire qu'il y a des objets variables, que le petit diablotin fait varier, mais il y a aussi des objets constants. Et la plupart des invariants fondamentaux, comme la cohomologie, etc., sont obtenus en comparant la variation, ce qui se passe avec le petit diable, aux objets constants. Typiquement avec des foncteurs ohm, etc. Donc, c'est très important de voir, cette... voilà. Donc, comme je le disais, l'action se passe dans la théorie des ensembles et le rôle du topos reste complètement caché. Simplement, il est là pour gouverner la variabilité. Les personnages sont les mêmes. On a les groupes abéliens, l'algèbre de Lie, etc. etc. Toutes les preuves restent valables. Et on obtient les invariants, c'est-à-dire qu'on obtient en fait une connaissance incroyablement fine de l'espace en question en regardant comment il fait varier les objets. C'est-à-dire en regardant la théorie des ensembles paramétrée par cet espace. Alors, pour faire le break, enfin pour faire l'interruption, parce qu'on a encore pas mal de travail à faire, je vous suggère une réflexion philosophique qui est complètement ouverte, hein, vous verrez, complètement ouverte. On a vu le quantique. On a vu que dans le quantique, il y avait une variabilité incontrôlable. Il y avait une variabilité que personne ne pouvait stopper. La question, et personne n'a pu répondre pour le moment, il y a des essais, mais bon, ils ne sont pas vraiment convaincants. Il y a une question évidente qui se pose. Y a-t-il un topos qui régit la variabilité quantique? Je veux dire, le topos est ce qu'il y a de plus maniable, de plus raisonnable, enfin, je ne sais pas, de plus qui peut gouverner la variabilité. Donc, c'était là que je voulais faire la transition avec ce que j'avais expliqué dans la première partie. Je ne pense pas que ce soit si simple que ça, hein, je veux dire. Mais bon, la question se pose, et elle se pose vraiment là au niveau philosophique. C'est-à-dire, ce que je vous demande vraiment, ce n'est pas de savoir la définition précise d'un topos. Pour ça, il faut lire soit SGA4, ce qui n'est pas toujours facile, soit plutôt le livre de MacLean et Mordyke sur les topos. Donc, ce n'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est d'absorber cette idée extraordinaire qui est qu'on continue à faire ce qu'on fait d'habitude, mais on le fait avec quelque chose derrière qui organise la variabilité. Et ça permet, si vous voulez, de deviner un tas d'énoncés, un tas de résultats et de les considérer comme étant absolument pas surprenants. Alors, donc, je vais faire la pause, on va faire la deuxième partie. J'espère que j'arriverai au bout de la deuxième partie parce que je veux vraiment commencer le contenu de ce que j'ai annoncé au début. Hein. Mais je veux absolument qu'on suive cette voie stratégique que je suis en train d'expliquer. D'accord ? Donc on reprend assez vite, hein, d'ici 5-10 minutes.